Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on continue sur Gilgamesh puisque vous êtes extrêmement nombreux à me l'avoir demandé et que même si l'actualité est brûlante, une petite parenthèse enchantée, toujours avec le même fil conducteur qui veut que oui, on y dissimule des choses et ça ne date pas d'hier, ne peut pas faire de mal au moral. C'est pour ça que j'ai décidé d'enchaîner directement sur la partie 2. Gilgamesh, le nom résonne à travers les âges. Un souverain dont les actes lui valurent une renommée si vaste qu'il devint le héros suprême du mythe et de la légende sumérienne. Un tyran gonflé de testostérone avec un homme sauvage pour serviteur. Un mâle alpha ravageant insatiablement les femmes, massacrant le taureau céleste, décapitant le géant de la forêt de cèdre et tentant de vaincre la mort elle-même. Voilà qui était Gilgamesh. Un homme qui craignait la mort et suivit le chemin qui lui enleva sa peur. Au cours des 70 dernières années, Gilgamesh a été réinventé comme une métaphore de la destruction de la Seconde Guerre mondiale, un symbole féministe du patriarcat, une parabole de la rupture de l'humanité avec la nature et même un roman graphique. Oui, cette fascination pour Gilgamesh ne date pas d'hier. Dites-vous même que Gilgamesh fascinait tellement le dictateur des années 1980, Saddam Hussein, qui aspirait à se recréer en tant qu'un Nabucodonosor moderne. Lui, il a carrément reconstruit le palais babylonien de Gilgamesh en utilisant 1000 ouvriers importés et d'immenses sommes du trésor national. Vous êtes en train de voir ce palais en photo. Voilà encore un petit élément pour planter le décor qui prouve à quel point Gilgamesh passionne. Gilgamesh est le deuxième texte religieux le plus ancien connu après les textes des pyramides. L'histoire était si populaire dans le monde antique que son influence s'est étendue aux livres de la Genèse, de l'Ecclésiaste et de Daniel, aux mythes grecs anciens de Deucalion, à l'Odyssée d'Homère, aux livres des Gérants à Qumran, aux contes de Bulugiya dans les Mille et Une Nuits et à la légende d'Alkird. Je pense que je ne l'ai pas bien prononcé, donc je vous l'aurai noté ici en sous-titre. Donc vous voyez, Gilgamesh a passionné, et ce, depuis des temps immémoriaux. Il a fait d'ailleurs éruption dans le monde occidental au début du 19e siècle lorsque Henri Layard et Hormuz Rassan ont exhumé des tablettes cunéiformes en Irak, à Ninive, et dans la bibliothèque d'Assur-Banipal. Puis, le savant autodidacte du British Museum George Smith a découvert d'autres tablettes, déchiffré le cunéiforme et traduit l'épopée de Gilgamesh. L'histoire, je le répète, a captivé le monde entier avec son récit babylonien d'un déluge mondial antérieur au récit de Noé dans l'Ancien Testament. Depuis le 19e siècle, encore plus de tablettes ont été découvertes et l'épopée de Gilgamesh est aujourd'hui considérée comme complète seulement aux 2/3. Mais ce n'est pas tout, loin de là, car caché dans le livre des récoltes de Kolbrun se trouve une autre version encore inconnue des érudits. Vous êtes en train de voir le livre de Kolbrun en image et déjà, rien que l'image, moi je trouve ça fascinant, donc forcément ça a attiré mon attention. Vous allez voir qu'il existe une histoire cachée, une version interdite d'un récit qui traverse les âges, une épopée qui dépasse le mythe et qui pourrait changer tout ce que nous savons sur nos origines. Cette histoire, c'est bel et bien celle de Gilgamesh, l'un des plus anciens héros de l'humanité. Mais sous une forme, vous allez voir, que l'on ne vous a jamais racontée. En tout cas, officiellement. Vous croyez connaître l'épopée de Gilgamesh, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une version alternative, bien plus ancienne et bien plus dérangeante que celle des tablettes cunéiformes, se cache dans un texte oublié, le fameux Kolbrun. Un texte qui mentionne des cataclysmes planétaires, des expériences génétiques et même des êtres non humains qui auraient influencé des civilisations antiques. Pourquoi cette version, ce livre est-il passé sous silence? Que veut-on cacher à l'humanité? Et surtout, pourquoi cette histoire fait-elle trembler les archéologues et les historiens du monde entier? Alors les amis, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre va peut-être changer votre vision du passé et très certainement de l'avenir. Allez, vous allez voir, c'est fascinant et c'est maintenant, on y va.
Le nom de Gilgamesh résonne à travers les âges. Il était, on l'a vu dans ma dernière vidéo, roi d'Uruk, une cité légendaire de la Mésopotamie, et son histoire est consignée dans des tablettes cunéiformes vieilles de plus de 4000 ans. Mais ce que les historiens traditionnels ne vous disent pas, c'est que son histoire ne se limite pas à une simple légende. Il existerait une autre version de son épopée, bien plus ancienne que celle retrouvée en Mésopotamie. Cette version, nous la devons donc, je vous le disais dans mon introduction, au Colbrin. Alors j'espère que je le prononce bien parce que vous savez, moi je fais mes recherches en anglais, donc souvent au niveau du français, je ne sais plus comment prononcer les choses, je m'en excuse. S'il y en a qui veulent corriger en commentaire, vos corrections sont bien évidemment les bienvenues. Donc nous la devons au Colbrin, un manuscrit énigmatique que peu de gens connaissent. Composé de 6 livres égyptiens et 5 livres celtiques, ce texte semble contenir des vérités cachées sur notre passé, notamment sur l'identité réelle de Gilgamesh. Dans le Colbrin, Gilgamesh n'est pas seulement un roi. Il est un être d'exception, un hybride, un être doté d'une stature surhumaine et d'une sagesse interdite. Son nom dans ces textes, Urmanetar. Alors, les éléments clés de l'histoire restent clairement les mêmes. Un roi, un homme sauvage, une prostituée civilisatrice, une aventure dans la forêt des cèdres, la mort de l'homme sauvage et un voyage vers les enfers. Cependant, il existe des différences notables et moi j'ai envie de dire fondamentales. La version du Colbrin propose un cadre historique, inclut une liste de repères cruciaux dans la préhistoire humaine et contient une référence passagère qui pourrait bel et bien évoquer les mystérieux Anunnaki. Si le Colbrin a effectivement révélé une version historique de l'histoire de Gilgamesh, cela suggère que l'épopée a subi des modifications importantes sur son chemin chaotique vers la fiction. Parce qu'aujourd'hui, je vous le disais dans ma première vidéo, on essaie de nous faire croire que Gilgamesh n'était rien d'autre qu'un personnage de mythe et légende. Le personnage de Urmanetar et son compagnon sauvage Yadol sont si différents de Gilgamesh et Enkidu dans le poème donc officiel de l'épopée de Gilgamesh que clairement une question se pose. Pourquoi ? Pourquoi ce changement de nom ? Pourquoi l'histoire de Gilgamesh a-t-elle été modifiée au fil des siècles? Pourquoi encore essaie-t-on de nous confuser? Confuser n'est pas le mot, je suis désolée, donc de nous embrouiller, ça passe mieux. On va essayer de trouver des éléments de réponse. Parce que clairement, j'ai l'impression que nous assistons ici à une histoire réécrite pour cacher la vérité. Nous savons que les premières versions de Gilgamesh ont été retrouvées sous forme de tablettes cunéiformes datant d'environ 2100 ans avant Jésus-Christ. La deuxième version, dite vieux babylonienne, remonte quant à elle au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ et est connue par son premier vers surpassant tous les autres rois. La troisième version, la plus familière, est l'histoire babylonienne standard, celui qui a vu l'abîme, tissé à une longue épopée par le scribe. Alors, le scribe, je vais tuer son nom, il ne l'entendra pas, mais je le note ici pour ceux qui font leur recherche en parallèle et qu'il ne faut absolument pas se fier à ma prononciation. Donc, le scribe Sin Legi Unini, vers 1600-1155 ans avant Jésus-Christ. Sachez que des milliers de fragments d'argile restent non traduits dans les musées du monde entier, ce qui laisse penser que davantage de textes sur Gilgamesh pourraient émerger dans les années à venir et je n'attends que ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a une question aussi qui s'impose d'elle-même et qui est très légitime, c'est est-ce que ces textes sont-ils vraiment les originaux? Parce que si l'on compare la version babylonienne à celle du Colbrin, des différences troublantes apparaissent. Dans la version traditionnelle, Gilgamesh est un roi puissant, accompagné de son fidèle compagnon sauvage Enkidu. Ensemble, ils combattent des créatures mythiques, explorent la forêt de cèdres, affrontent les dieux et recherchent le secret de l'immortalité. Mais dans la version du Colbrin, le récit est bien plus précis, bien plus détaillé et surtout bien plus réaliste. Dans ce texte, Gilgamesh, ou plutôt donc on va l'appeler tel qu'il s'appelle dans ce texte, Urmanetar, n'est pas simplement un héros mythique. Il est un survivant d'un âge oublié, un homme dont les origines semblent remonter à une époque bien plus ancienne, une époque où les dieux marchaient encore parmi les hommes. Et c'est là, les amis, que l'histoire prend un tournant
on ne peut plus dérangeant. Qui était réellement Gilgamesh? Dans la version officielle, il est uniquement décrit, je vous le dis et je vous le répète, comme un roi puissant, d'Uruk, un guerrier, un héros légendaire. Mais si l'on s'intéresse de plus près au texte ancien, on a donc droit à une version complètement différente. Le Kolbrun affirme que Gilgamesh, sous son autre nom Urmanetar, n'était pas entièrement humain. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Son ADN aurait contenu des éléments non terrestres, une trace génétique qui le rattachait à une lignée différente des hommes ordinaires. Le Kolbrun affirme que ce roi n'était pas un simple humain. Sa stature était colossale, sa puissance inégalée. Il possédait une force et une longévité hors du commun. Le Kolbrun mentionne même un détail troublant. Et là, je vous le lis textuellement. Les enfants des dieux vinrent sur terre et prirent pour femmes les filles des hommes. Ce passage, comme tant d'autres, que ce soit, alors pour le coup, que ce soit autant dans les tablettes cunéiformes que dans le Kolbrun, ce passage évoque immédiatement le mythe biblique des Néphilines, ces géants nés de l'union de fils de Dieu et des femmes humaines. Et il y a énormément d'éléments comme le déluge, qui apparaissent dans ces tablettes et dans ce texte et qui sont, je le répète, parce que je sais que ça en a agacé certains étaient chafouins la dernière fois dans ma dernière vidéo de dimanche dernier, mais c'était antérieur à la Bible. D'où ma petite phrase, est-ce que il ne s'en serait pas inspiré? Ça a été mal perçu, mais bon, les amis, je suis obligée de dire ce qui est. Je ne dis absolument pas que c'est la vérité, que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Je dis qu'en tout cas, moi, par rapport à mes recherches, c'est ma lecture. Et parce que surtout, que ce que la plupart des gens ignorent, c'est que dans ce contexte, ces fils de Dieu ne seraient autres que les Anunnaki. Ces êtres venus des étoiles mentionnés dans les textes sumériens. Et donc, Gilgamesh aurait été l'un d'eux. Un hybride, une expérimentation vivante, un être créé par manipulation génétique pour dominer et régner, voire guider les humains. Certains chercheurs pensent d'ailleurs que ce passage pourrait faire référence à une catastrophe génétique, un moment où les hybrides ont été éradiqués ou se sont mélangés à l'humanité normale, réduisant drastiquement leur longévité et leur capacité physique exceptionnelle, ce qui a du sens. Selon l'archéologue et chercheur Zecharia Sitchin, les Anunnaki n'étaient pas des dieux au sens spirituel, mais des entités physiques, des êtres venus d'une planète appelée Nibiru qui auraient influencé l'évolution humaine. Et d'après ces traductions des tablettes sumériennes, les Anunnaki auraient créé des lignées royales hybrides, des races supérieures dotées de forces colossales et de longue vie pour diriger les hommes. Les Anunnaki ont façonné l'humanité à leur image, mêlant leur essence divine à celle des êtres terrestres. Ça, c'est tiré de l'épopée de la création. C'est encore une fois littéralement la traduction. Gilgamesh, ou plutôt dans ce contexte Urmanetar, serait l'un des derniers spécimens connus de cette fameuse lignée. Et cela s'explique par plusieurs faits troublants. Déjà, sa stature surhumaine. Les descriptions sumériennes le décrivent comme un être gigantesque, capable d'écraser un lion à main nue. D'ailleurs, on le sait, regardez encore la représentation de sa statue avec le lion, regardez la taille du lion, regardez la taille du gars. Clairement, là, on est face à un géant. Mais pas que, il y a aussi sa longévité anormale. Gilgamesh aurait vécu bien plus longtemps que les hommes de son époque. Et il y a aussi son obsession pour l'immortalité, comme s'il savait que son ADN contenait déjà un fragment d'éternité, mais qu'il cherchait un moyen de le réactiver. Et franchement, c'est passionnant. Encore une fois, c'est des théories, certes, mais c'est des théories qui sont basées sur des faits, à savoir donc sur un livre, Kolbrun, qui est pour moi aussi légitime que les tablettes cunéiformes. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on n'a pas l'intégralité des traductions des tablettes cunéiformes, donc on a des informations qui nous arrivent au compte-gouttes et qui changent tout. Et je ne comprends pas
pourquoi l'histoire officielle refuse d'explorer cette possibilité, refuse d'aller plus loin. Bien évidemment, je plains les pauvres chercheurs du système qui, pour pouvoir avoir leur financement et leurs subventions, sont obligés de coller à un narratif officiel qui doit les frustrer au plus haut point, parce que quand on est un passionné d'histoire et qu'on rêve de découvrir le secret de nos origines, tu peux que... Ils doivent être malades à l'intérieur, je veux dire, enfin, l'argent, c'est pas non plus un aboutissement, je comprends pas. Ils doivent être bien embêtés, parce que ce pan-là de l'histoire est absolument fascinant. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo de dimanche dernier, lien en barre de description de celle-là, je ne sais pas si je l'ai dit, je préfère le répéter. En 2003, une équipe de chercheurs allemands a découvert quelque chose qui aurait dû bouleverser l'histoire et qui aurait dû faire beaucoup de bruit. Dans les profondeurs de l'ancienne cité d'Uruk, les fouilles ont mis au jour un tombeau mystérieux, un tombeau construit sous une rivière détournée. Exactement comme le décrivaient les textes sumériens sur la sépulture de Gilgamesh. Et ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, une vidéo mystérieuse est apparue sur Internet. J'ai pas pu retrouver la vidéo. Vous êtes en train de voir des images. Elles sont pas très top. J'ai longuement hésité à les partager parce que voilà, vous savez, c'est toujours pareil. Quand on tente de décrédibiliser une information, on fait courir des rumeurs sur des fakes, pas des fakes, etc., etc. Et du coup, j'ai hésité. Mais honnêtement, après des recherches approfondies, il y a peu de chances que ce soit des fakes compte tenu de l'énergie qui a été déployée pour les faire disparaître d'Internet. Et comme vous pouvez le constater, on y voit un corps incroyablement bien préservé avec des proportions anormales. Un torse massif, des bras surdimensionnés, une peau étonnamment intacte après plusieurs millénaires, un visage aux traits étrangement réguliers comme figé dans le temps. Vous vous en doutez, les spéculations ont alors commencé à exploser à droite à gauche, quoi. Se pouvait-il que ce soit réellement Gilgamesh Urmanetar? Son ADN était-il encore exploitable? Pourquoi son corps semblait-il exact alors qu'il aurait dû se désintégrer, qu'il aurait dû être complètement poussière parmi de la poussière depuis des millénaires? Personne n'a la réponse et quelques jours plus tard, quelques jours à peine après sa publication, la vidéo a mystérieusement disparu de toutes les plateformes, effacée, intraçable. Le tombeau, je vous le disais encore dimanche dernier, est immédiatement bouclé par les autorités militaires américaines. Les chercheurs impliqués dans la fouille n'ont jamais reparlé publiquement de cette découverte et toute personne qui ose remettre un peu une highlight sur le sujet ou qui part justement dans des théories controversées, est immédiatement taxé de dégénéré, de conspirationniste, de complotiste, et j'en passe, et des meilleurs, alors que, ma foi, ne serait-ce qu'à minima se poser la question sur la légitimité des textes, sur la légitimité de ce qu'on veut nous faire croire, et de ce qu'on a envie de penser, et des déductions qu'on peut faire, parce que mince, on a quand même le droit de faire les déductions qu'on veut en fonction de nos recherches. Et pareil, je n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit, je dis, regardez cette façon, regardez ces infos, regardez ces théories, qu'est-ce que vous en pensez? Et on en discute. Et pourquoi? Officiellement, ils peuvent pas être dans la même dynamique. C'est hyper sain, je trouve. Mais non. C'est tous des petits trolls frustrés qui vont venir vous dire que non, Gilgamesh, c'est un héros de bande dessinée. Pas du tout. Pourquoi les scientifiques n'ont-ils jamais reparlé de cette découverte extraordinaire? Surtout qu'ils en avaient fait clairement, vous l'avez vu dans l'article de presse que je vous ai partagé, ils en ont fait une déclaration officielle. C'est pas des malades les mecs, ils n'ont pas déclaré un truc pour backup et disparaître. C'est qu'il y a une anguille sous roche. Il faut savoir que cette fouille a eu lieu juste avant, tiens, je le disais aussi la semaine dernière, juste avant l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Si ça, c'est pas une coïncidence qui est arrivée pile poil au bon moment, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, les amis? Certains témoignages affirment que des équipes spécialisées auraient extrait quelque chose du site sous haute protection. Et nous, on a tendance à se douter de ce qu'ils ont pris et ce qu'ils ont emporté. Depuis, je le répète, plus aucune information n'a filtré. Le corps a-t-il été déplacé? A-t-on cherché à analyser son ADN? Je pense que mes questions sont plus rhétoriques qu'autre chose. Et en creusant, en ce sens, parce que moi, vous le savez, coïncidence, évidence, et quand il y a des choses, quand il y a le doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Donc j'ai volontairement continué à creuser en ce sens. Il existe une hypothèse
encore plus dérangeante. Et si la découverte du tombeau de Gilgamesh en 2003 ne s'était pas arrêtée là, les amis? Et si ce corps incroyablement bien préservé n'avait pas simplement été archivé dans un musée, mais exploité par des expériences interdites? Certains chercheurs et insiders avancent une hypothèse terrifiante ou pas, mais en tout cas une hypothèse dérangeante. Des échantillons d'ADN auraient été prélevés sur la dépouille de Gilgamesh, puis envoyés dans des laboratoires génétiques ultra secrets appartenant à des puissances dont nous ne connaissons ni les véritables intentions, ni les véritables moyens technologiques. Pourquoi? Il y en a certains, les plus naïfs, vont me dire, mais pourquoi ils se seraient intéressés, c'est absurde cette théorie, pourquoi se seraient-ils intéressés à cet ADN antique? Et si Gilgamesh détenait une clé génétique perdue, une trace d'un héritage non humain inscrit dans sa propre chair? Vous la voyez arriver l'explication? N'oubliez pas, Gilgamesh n'était clairement pas un homme ordinaire. Les textes anciens le décrivent comme un être au-delà des capacités normales humaines. Je le répète, une stature surhumaine, plus grand que n'importe quel homme de son époque. Et d'ailleurs, regardez les statues dans les musées, regardez la taille des hommes à côté des statues, des sculptures des Sumériens. C'est juste pas possible. Ça, c'est pareil que les pyramides. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Ou alors à base de théories vaseuses, où on vous dit ils ont fait rouler les pierres, ou les mecs, il leur a fallu 6000 ans. Enfin bref, voilà, encore une fois, c'est des choses qu'il n'y a pas d'explication probante et qui fait foi, et pourtant on continue à te dire que c'est tout à fait explicable. Non. Pareil, on dit qu'il avait une force colossale, capable de terrasser des bêtes sauvages à main nue. Regardez les tableaux dans les tablettes sumériennes, et c'est pareil, on n'est pas dans du délire, on n'est pas dans des performances artistiques, enfin mince, faut arrêter. Et puis enfin, une longévité suspecte, possiblement liée à une modification biologique dont il aurait hérité. Dans l'épopée de Gilgamesh, le roi d'Uruk cherche à obtenir l'immortalité, mais échoue à la dernière étape de sa quête. Mais que se passerait-il si son ADN contenait toujours des fragments de ce secret perdu? La question est lancée. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques sont obsédés par la notion de prolongation de la vie et de la régénération cellulaire. Et d'ailleurs, on sait que certaines espèces, comme la méduse Turritopsis dorni, sont capables de revenir à leur état juvénile, un processus qui les rend théoriquement immortels. Moi, je suis à 2 doigts de m'équiper en bouteille, en tuba et en palme pour aller la manger, la méduse. Parce que si elle peut revenir à son état juvénile, go pour la chasser. Je plaisante, mais je veux dire, dans la nature, ça existe. C'est pas complètement quelque chose d'hallucinant. Ça existe. Et si certaines lignées anciennes avaient déjà maîtrisé ces connaissances il y a des millénaires, pourquoi pas? Je vois pas en quoi ça semble aussi délirant. Je ne vois pas en quoi des gens comme Graham Hancock, pour citer encore lui et que lui, parce que vous savez que j'en suis fan, quand Graham Hancock, il demande ou il va explorer ces possibilités, on le traite de conspirationniste ou de malade mental même, j'ai lu. Mais enfin, si ça existe, pourquoi ça vous semble issu d'un film de science-fiction, si c'est dans la nature? L'ADN de Gilgamesh pourrait-il contenir des séquences génétiques disparues, effacées du génome humain et qui permettaient autrefois d'allonger la vie au-delà de ce que nous considérons comme naturel? Encore une fois, je trouve la question très légitime. Parce que effectivement, si de base il y avait un ADN et que quand les Néphilim, ou peu importe, appelez-les comme vous voulez, ils sont descendus sur Terre et qu'ils ont commencé à entretenir des relations avec les femmes humaines et que les enfants de ces femmes humaines ont préféré se mettre avec d'autres humains et que leurs enfants, encore une fois, ont préféré encore se mettre avec d'autres humains parce que les dieux nous sont repartis ou parce que forcément, ça va disparaître. Enfin, je veux dire, c'est comme le principe même de n'importe quel métissage, j'ai envie de dire. Enfin, à un moment donné, si la personne le choisit systématiquement de se remettre sous un même pattern, forcément, il y aura un ADN qui sortira plus gagnant que l'autre. Je ne sais pas si je suis claire, parce que gagnant n'est pas véritablement le mot. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, dans ce type de schéma donc répétitif,
l'héritage génétique majoritaire va statistiquement tendre vers celui de la lignée qui se répète. En l'occurrence, ici, entre les dieux qui se sont mélangés avec des humaines et les enfants de ces humaines qui se sont mélangés à leur tour à des humains, forcément, l'ADN dominant en termes de présence statistique est clairement devenu l'ADN humain. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il existe un ADN caché dans le génome. Même si l'apparence de la personne peut devenir de plus en plus, on va dire, humanisée, l'ADN hérité ne disparaît pas complètement. Il n'est pas dingue de penser qu'en termes de pourcentage et de traits visibles, l'ADN qui est le plus souvent transmis, donc là, en l'occurrence, il s'agirait de l'ADN humain, va progressivement dominer statistiquement. Cependant, l'ADN de l'autre lignée, donc de la lignée de Gilgamesh, de la lignée des Anunnaki, n'est jamais complètement effacé et peut ressurgir de manière tout à fait imprévisible. Moi, je trouve que ça semble pas aussi dément que ça à explorer, quoi. En plus, excusez-moi, ce ne serait pas la première fois que des élites cherchent à manipuler le génome humain pour créer des êtres aux capacités extraordinaires. Moi, j'ai l'impression que c'est le goal de leur vie. On sait que certains laboratoires d'avant-garde, notamment en Chine et aux États-Unis, travaillent sur des expériences de modification génétique avancées allant du renforcement de la résistance physique à la suppression de certaines maladies génétiques. Donc je vois pas en quoi ça semble aussi dément. Moi, vous le savez, j'ai l'impression que l'humanité est dans un bis repetita, qu'on est des poissons rouges dans un bocal, qu'on n'a rien compris de nos erreurs passées, que la leçon, déjà sur nos vies, on est systématiquement amené à reproduire les erreurs et à se reprendre les mêmes leçons dans la tête tant qu'on les a pas compris. On le voit dans notre petit microcosme personnel, hein. Pourquoi il en serait différent dans le monde dans son ampleur? Donc ça a du sens que les choses se reproduisent et que à faire les mêmes erreurs, on obtient les mêmes résultats. Moi, je pense que vraiment tout est possible. Et si l'on remonte encore plus loin dans le passé, le concept d'une élite hybride remonte aux textes les plus anciens. Les Néphilim, ces êtres mi-hommes, mi-dieux, mentionnés dans la Bible et les textes apocryphes, résultat d'une hybridation entre des entités célestes et des femmes humaines. Il y a encore les pharaons égyptiens, dont les analyses ADN montrent clairement des anomalies génétiques inexplicables, notamment dans la lignée d'Akhenaton. Les rois sumériens, dont la liste royale sumérienne mentionne des règnes incroyablement longs, atteignant parfois plusieurs milliers d'années. On ne peut pas systématiquement nous dire que c'est des délires, que c'est des mythes, que c'est de la science-fiction, qu'on ne doit pas aller creuser par là parce que ça fait de nous des conspirationnistes un petit peu décérébrés. Non, non. Et si certaines lignées royales antiques avaient été génétiquement programmées pour régner? Et si Gilgamesh faisait partie de cette expérience et que les élites modernes cherchaient à reproduire cette lignée aujourd'hui? Après tout, l'intérêt des grandes puissances pour la génétique de pointe, les expérimentations sur le transhumanisme et le développement de l'ADN synthétique montrent bien, les amis, que la course à la manipulation humaine est plus que jamais une réalité. L'ADN de Gilgamesh pourrait-il être le chaînon manquant dans cette course à la modification de l'espèce humaine? Je trouve qu'il n'y a pas de question plus à propos. Si nous reprenons les récits des anciennes civilisations, un thème troublant se répète, celui d'une intervention extérieure ayant façonné les premiers êtres humains. Chez les Sumériens, on parle des Anunnaki, qui auraient créé l'homme en modifiant des formes de vie préexistantes. En Égypte, les récits parlent des dieux qui marchaient parmi les hommes, des êtres ayant apporté la connaissance et la puissance aux pharaons. Et dans la tradition hindoue, les Vimanas et leurs occupants possédaient des corps puissants et prolongés, capables de défier le temps. Allô, à un moment donné. Or, certains chercheurs estiment que l'histoire humaine pourrait être bien plus ancienne qu'on ne le pense. Certains indices suggèrent que l'ADN humain actuel ne serait pas entièrement naturel. J'ai fait une vidéo sur ces peuples aux yeux bleus, vous savez, sur ces îles de manière inexplicable qu'ils ont essayé de nous faire avaler, qu'en fait ils avaient les yeux bleus parce que les gens ils étaient malades.
Non mais allô, vidéo en lien de description où je vous explique tout le système de l'ADN poubelle. Donc pourquoi on l'explore pas plus cette question quand on sait que dans notre ADN il y a quelque chose d'inexplicable et qu'ils ont décidé d'appeler poubelle. Donc encore une fois de balayer ça d'un revers de la main en disant bon ben on n'arrive pas à l'expliquer donc ça doit être inutile. Il y a rien qui est inutile dans une création de Dieu. L'ADN humain actuel n'est pas entièrement naturel. Il aurait été modifié, altéré, voire réduit par rapport à un potentiel oublié. Parce qu'attendez, je le répète, c'est pas non plus comme s'il s'agissait d'un gars isolé. Il y a bien d'autres découvertes étranges qui renforcent l'hypothèse d'une humanité modifiée et d'une connaissance ancienne disparue. Je le répète, ça aussi, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vous mets tous les liens en barre de description de celle-là. Il y a une dizaine de rapports qui font état, par exemple, de découvertes de squelettes géants en Amérique du Nord, notamment dans les montagnes rocheuses et le Midwest. Certains de ces restes atteignent plus de 3 mètres de haut et présentent des structures osseuses anormales, parfois avec un crâne allongé ou des doubles rangées de dents. Les tribus amérindiennes évoquent des races de géants comme les Sitékas du Nevada qui auraient été exterminés par leurs ancêtres. Pareil, vidéo sur ça en barre de description de celle-ci. Pourquoi ces découvertes sont-elles systématiquement enterrées ou discréditées par les institutions scientifiques? La question, elle est d'une fluidité, d'une légitimité sans faille. Il y a encore, vous savez, ces analyses d'ADN menées sur les momies égyptiennes qui posent problème. Le cas le plus flagrant, je vous le disais, c'est celui d'Akhenaton, père de Toutankhamon, dont le corps présente des mutations génétiques inconnues. Regardez son crâne allongé, sa morphologie androgyne et certaines particularités de son génome qui défient la science moderne. Était-il lui aussi un être hybride? Pourquoi les scientifiques du narratif officiel ne creusent pas plus en ce sens? Puis encore une fois, il y a aussi l'Antarctique, s'il vous plaît, l'Antarctique, mon sujet préféré, qui cache des secrets enfouis sous des kilomètres de glace. Les images satellites ont révélé des structures géométriques impossibles, des anomalies qui ne peuvent être expliquées par la nature seule. Certains chercheurs avancent que ces structures pourraient être les vestiges d'une civilisation antédiluvienne, celle-là même qui aurait possédé la connaissance de l'ADN perdu. Dans la version babylonienne, Gilgamesh part en quête de l'immortalité, mais je vous l'ai dit, il échoue. Mais dans le Colbrin, la vérité est tout autre. Et oui, Urmanettar ne cherchait pas simplement à éviter la mort. Il suivait un chemin précis, une initiation connue sous le nom de Ipstati, un rituel permettant de se libérer du cycle de la vie et de la mort. Les indices laissent penser que cette connaissance interdite pourrait avoir traversé les âges, influençant les rites des pharaons égyptiens ou encore des traditions alchimiques médiévales. Et si l'immortalité, les amis, n'était pas qu'un simple mythe? Et si certains dirigeants de l'Antiquité avaient réellement découvert un moyen de transcender la mort, un secret perdu qui aurait pu disparaître avec Urmanettar? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'une chose est certaine. Plus je cherche, plus je lis, plus je regarde des documentaires sur Gilgamesh, et plus je me dis que l'histoire de Gilgamesh n'est pas qu'un simple récit épique. Elle pourrait être la trace d'un passé bien plus complexe. Un passé où des êtres hybrides, des expériences interdites et des rites occultes étaient bel et bien une réalité. Le Colbrin nous donne-t-il un aperçu d'une vérité que l'histoire officielle refuse d'admettre? Moi, j'ai bien l'impression que c'est le cas. Et si Gilgamesh était bien plus qu'un roi? Et si il était le dernier témoin d'une humanité disparue? L'histoire n'est pas, je persiste et je signe, une épopée antique. Ce n'est pas seulement une histoire oubliée, mais j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un puzzle que certains cherchent définitivement à nous dissimuler, à nous cacher. Alors, Gilgamesh était-il un prototype d'une humanité génétiquement augmentée? Son ADN est-il actuellement exploité par ceux qui gouvernent dans l'ombre? Sommes-nous les descendants d'une expérience qui continue encore aujourd'hui dans l'ombre? Pourquoi toutes ces découvertes sont-elles effacées? Pourquoi les gens qui gouvernent dans l'ombre cherchent-ils à faire disparaître certaines preuves? Et surtout, qui contrôle réellement notre histoire? Et pourquoi? La vérité est là. Encore faut-il savoir où la chercher, et ici, sur cette chaîne, on n'est pas prêt de lâcher l'affaire, parce que c'est tout simplement passionnant,
et que à force, moi je fais partie de ces gens, si tu me fermes la porte, je rentre par la fenêtre. Bon, là c'est la même, quand plus je cherche, plus je trouve, et plus je trouve ça fascinant, et plus je me rends compte qu'il y a encore à chercher et qu'il y a encore à trouver. Alors vous savez quoi? Venez avec moi, je vous emmène. Vous l'avez compris, pour nous aujourd'hui, c'est déjà terminé. Je me suis régalée à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me suggérer d'autres sujets, à me suggérer de continuer, à me suggérer d'aller plus loin. Vous savez que le next step, c'est au moins les géants. Mais bon, ça, il va me falloir du temps parce que mes recherches prennent du temps, parce que je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses et après synthétiser, je suis rapidement overwhelmed. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen et le plus simple et le plus efficace, c'est de liker, de commenter et de partager. Les petits nouveaux, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup, ça ne vous coûte rien, c'est rapide et pour faire grossir la chaîne et me permettre de passer entre les filets de l'algorithme, c'est vraiment très important et ça, je le répète, ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà les amis, en attendant de se retrouver pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.